console de mixage est un maillon indispensable dans la chaîne de l'enregistrement ou de la reproduction du son. Il existe aujourd'hui sur le marché des consoles très performantes à des prix tout à fait abordables. Reste le problème de l'utilisation de ces consoles qui demandent un minimum de connaissances afin d'en tirer le meilleur parti. Nous allons voir dans cette vidéo des exemples d'utilisation, des conseils pour vous aider à trouver la façon de travailler la plus adaptée à vos besoins. Il s'agit en fait de faire le tour des fonctions essentielles d'une console pour partir sur de bonnes bases. Vous verrez dans cette vidéo plusieurs consoles, et si certaines fonctions ne sont pas présentes sur votre propre matériel, il est toujours intéressant de les connaître, ne serait-ce que pour le choix de vos futurs achats. En tout cas, bon courage et rendez-vous au tas de sable. Commençons par faire un peu d'anatomie. Les consoles de mixage se composent en général de voies d'entrée, de groupes, d'un départ stéréo général et d'une section master. Le plus souvent à l'arrière de la console, nous disposons d'un panneau comportant la connectique. Voyons plus en détail une voie d'entrée. Elle se compose généralement d'un réglage de niveau d'entrée du signal, d'une section de correction appelée égaliseur, de départs auxiliaires, d'une section de routage et d'un potentiomètre de niveau de sortie de la tranche appelé fader. C'est avec lui que nous doserons chaque instrument au cours du mixage. Dans le cas d'une utilisation home studio, nous allons pouvoir utiliser les sorties monitor ou control room qui sont prévues pour être amplifiées afin d'écouter notre travail. Dans le cas d'une utilisation en sonorisation, nous utiliserons la sortie casque qui dispose des mêmes fonctions de contrôle du son. La sortie monitoring ou control room nous servira pour notre écoute. Elle nous offre de nombreuses possibilités que nous développerons plus tard. Dans le cas d'une utilisation home studio, nous câblons donc notre sortie control room ou monitor à notre ampli. Les sorties mix ou stéréo nous serviront, elles, à enregistrer le mixage final. Dans le cas d'une utilisation en sonorisation, nous câblons les sorties mix vers notre système d'amplification et nos contrôles ponctuels se feront par le biais du casque. Dans la plupart des cas, les sorties control room ou monitor ne nous serviront pas en sonorisation. Nous pouvons maintenant câbler les différentes sources à mélanger. Il existe deux types de niveaux selon la source. Le niveau ligne, qui se connecte sur une prise jack, et le niveau micro, le plus souvent associé à un connecteur XLR. Par exemple, nous connectons nos instruments, boîte à rythme et synthé, aux entrées de la console. Attention, sur certaines consoles, il existe un commutateur ON de mise en fonction de la tranche qu'il faudra mettre en service, ou même un commutateur de coupure de la tranche, appelé mute, qu'il faudra dans ce cas désélectionner. Commençons par mettre au minimum le potentiomètre gain ou trim. Sur cette Foliolite Spirit, il suffit maintenant de monter le fader à 0, puis le mix fader. Nous voyons moduler notre signal sur les vumètres. Pour entendre celui-ci, il suffit de monter notre volume d'écoute, c'est le control room ou monitor. Sur certaines consoles plus sophistiquées, il nous faudra router, c'est-à-dire diriger notre signal vers les sorties mix de la console. Il est possible que vous disposiez sur les tranches d'entrée d'un commutateur mix ou LR qui vous permettra d'envoyer le son directement dans les départs généraux. Mais il vous faudra parfois passer par ce que l'on appelle des groupes. Ce sera le cas si votre console ne possède qu'un routage de groupe
notez 1, 2, 3, 4, selon le nombre de groupes dont vous disposez. Il vous faudra sélectionner les groupes 1, 2. Le signal va alors se diriger vers les groupes qui seront eux-mêmes routés selon le même principe vers le mix à l'aide des commutateurs mix ou LR. La dernière étape est la sélection de la source à écouter, dans ce cas le mix, dans la section Control Room ou Monitor. Les appellations peuvent varier selon les consoles ou les marques. Ainsi, sous le nom de gain ou de trim, nous trouvons le réglage de niveau d'entrée. Le fader, lui, est un réglage de niveau de sortie du signal. Ce même fader peut, lui, être rectiligne ou rotatif. Le réglage du gain est à la base d'une bonne prise de son. Celui-ci va en effet permettre d'envoyer un signal correct vers tous les étages de la console. Comment régler le gain? Mettons le potentiomètre de gain au minimum. Puis montons notre fader sur sa position nominale qui correspond aux 3/4 de sa course. Le mix fader étant toujours à 0, nous voyons moduler notre signal sur les vues-mètres. Nous pouvons maintenant régler le gain de manière à ce que cette modulation oscille autour de 0 vues. Une autre méthode pour régler le gain consiste à utiliser le PFL. Le PFL signifie Pre-Fader Listening, c'est-à-dire l'écoute avant fader. Attention, le PFL peut aussi être désigné solo ou Q à quelques différences près. Le PFL a la priorité sur tout autre signal dans notre écoute, ainsi que sur les vues-mètres. En utilisant le PFL, il n'est plus nécessaire de monter le fader, le signal étant routé directement vers le vues-mètre mix. Le PFL n'est donc audible que par les sorties monitor ou casque, mais il n'agit en aucun cas sur les sorties mix de la console. De même que le fader de mix n'agit pas sur notre écoute PFL. Cette fonction PFL va donc nous permettre de pouvoir écouter n'importe quel instrument, même en cours de diffusion ou d'enregistrement. Réglons le gain de la même manière que précédemment. Il ne nous reste plus qu'à désélectionner le PFL et monter le fader. L'égaliseur est la partie de la console qui permet de corriger ou d'améliorer un son. Il faudra parfois le mettre en fonction à l'aide d'un commutateur. Vous pourrez rencontrer plusieurs types d'égaliseurs. Le modèle que nous voyons ici se nomme le back sandal. Il s'agit en fait d'un réglage d'aigu et de grave séparés et parfois même d'un médium. Sur certaines consoles, nous disposons non seulement d'un contrôle du grave et de l'aigu, mais également d'un médium semi-paramétrique qui comporte un second potentiomètre, nous permettant de choisir la fréquence que l'on veut atténuer ou augmenter. Nous voulons modifier un son qui est trop agressif dans les médiums. Nous allons pouvoir, grâce à l'égaliseur semi-paramétrique, corriger notre son. Par exemple, de manière à faciliter la recherche de la fréquence à diminuer, nous mettons le potentiomètre de gain de l'égaliseur au minimum et nous recherchons maintenant la fréquence désirée. Dans cet exemple, nous sommes obligés de diminuer la fréquence correspondant à 2 kHz. Il suffit ensuite de doser l'atténuation portée à cette fréquence. Toutefois, pour corriger
corriger un son trop grave ou une voix qui pop, comme vous venez de l'entendre, il existe sur certaines consoles un switch appelé coupe-bas qui réduit uniquement le niveau des basses fréquences. Le pan-pot, c'est-à-dire potentiomètre de panoramique, sert à placer le son dans l'espace. Le son de cette vidéo étant mono, nous visualisons cet espace grâce au vumètre gauche et droit. Par exemple, pour reproduire l'espace sonore d'une batterie, nous voulons placer la charlée à gauche, telle que l'entend le batteur. Il suffit alors d'agir sur le pan-pot, de manière à diriger le son, plus ou moins, vers la sortie gauche. Sur les consoles disposant de voix stéréo, ce potentiomètre pourra également s'appeler balance, car il sert en fait à trouver un équilibre entre le son de gauche et celui de droite. Ce potentiomètre est tout à fait comparable à celui que l'on trouve sur une chaîne hi-fi. Les auxiliaires sont des départs réglables qui permettent d'envoyer le signal d'entrée de la voix vers des sorties supplémentaires. Ceci pourra nous servir pour envoyer un son vers un effet, un retour de scène ou un casque. Chaque tranche de la console dispose d'un certain nombre de départs auxiliaires et il existe parfois dans la section master un réglage général par auxiliaire. Pour notre exemple, nous relions la sortie auxiliaire 2 à l'entrée d'une reverb. Nous câblons également la sortie de la reverb sur une voie libre de la console. Nous voulons ajouter un effet de reverb sur notre son de caisse claire. La première étape est donc d'envoyer le son de caisse claire vers la reverb. Nous montons l'auxiliaire 2 de la voix correspondante, ainsi que le potentiomètre de réglage général du départ auxiliaire, si la console en dispose. Le signal de la caisse claire se visualise sur le vu de la reverb. Afin de l'entendre, montons le fader de la voix de la reverb en ayant pris soin de vérifier que l'auxiliaire 2 de cette même voix est lui fermé afin d'éviter un bouclage. En baissant le fader de la caisse claire, on s'aperçoit que le signal entrant dans la reverb baisse également. L'auxiliaire est donc situé après le fader, car il en tient compte. Il sera désigné par le terme post-fader. Si l'on répète la même opération avec l'auxiliaire 1 de notre console, nous constatons cette fois-ci que le fader n'agit plus sur l'envoi du son dans la reverb. L'auxiliaire est donc pré-fader. Nous vous conseillons de vous référer à la doc de votre console pour savoir si les aux sont pré ou post-fader. Ils sont d'ailleurs parfois commutables de pré en post. Les groupes peuvent servir à différentes applications. Par exemple, prémixer plusieurs instruments ou diriger des instruments vers les entrées d'un magnéto multipiste. Nous voyons ici, sur différentes consoles, les sélecteurs qui nous permettent de router le signal vers les groupes choisis. Nous voyons maintenant les faders de groupe. Utilisons nos groupes dans un premier temps pour prémixer une batterie. Nous disposons de 5 voies de batterie. La grosse caisse, la caisse claire, le charlet, des congas et un cobel. Nous avons également une basse et un piano stéréo. Nous aimerions pouvoir modifier le volume de toute la batterie facilement, sans avoir à agir sur tous les faders la concernant. Il nous suffit d'isoler toutes les voix de la batterie du reste des instruments. Deux cas se présentent alors, nous disposons ou non de switch LR ou mix par voix. Examinons le premier cas où nous ne disposons pas de ce switch LR et où tous les instruments passent forcément par les groupes. Il faut alors simplement choisir des groupes différents
de ceux auxquels les autres instruments sont affectés. Dans notre exemple, tous les instruments étant affectés au groupe 1 et 2, nous allons router notre batterie vers les groupes 3 et 4. Le niveau de toute la batterie peut alors être réglé facilement en agissant sur les faders des groupes 3 et 4. Les réglages de panoramique effectués sur les voies d'entrée vont se répercuter sur les groupes sélectionnés. Le pan-pod tourné à gauche envoyant le son vers les groupes impairs et à droite vers les groupes pairs. Les groupes impairs et pairs sont par défaut dirigés respectivement vers les sorties gauche et droite du mix. Deuxième cas, notre console dispose de commutateurs LR ou mix sur chaque voie. Pour isoler notre batterie, nous la retirons tout d'abord du mix en désactivant les switches LR. Nous la routons maintenant vers des groupes, par exemple 1 et 2. Nous montons les faders de groupe et nous routons ces mêmes groupes dans le mix. Ces groupes disposant de pan-pod, nous envoyons le groupe 1 vers la sortie gauche et le groupe 2 vers la sortie droite. De la même façon, nous allons grouper la basse et le piano stéréo en 3 et 4. Voyons maintenant l'utilisation des groupes pour l'enregistrement multipiste. Par exemple, nous voulons enregistrer la grosse caisse sur la piste 1 d'un magnéto. Chaque groupe dispose d'une sortie qu'il nous sera possible de relier à une entrée du magnéto, donc à une piste. Nous relions donc la sortie du groupe 1 de la console à l'entrée de la piste 1 du magnéto. Nous montons le fader de l'instrument à enregistrer, nous sélectionnons les groupes 1 et 2, et l'isolement sur le groupe 1 se fait par le biais du pan-pod que nous tournons à gauche pour n'envoyer le son que dans le groupe 1. Il nous reste à lever le fader du groupe numéro 1 et nous voyons la grosse caisse modulée sur la piste 1 du magnéto. En suivant le même procédé, nous avons donc autant de départs vers le magnéto que nous avons de groupes. La section qui nous permet de contrôler notre écoute s'appelle le monitoring ou control room. Cette section nous permet de régler notre volume d'écoute, mais également de choisir ce que l'on veut écouter. Les deux choix principaux sont évidemment le mix, mais aussi le two-track return, c'est-à-dire le magnéto 2 pistes, cassette, DAT ou bande, sur lequel on enregistre notre mix final. Ainsi, pour écouter ce magnéto pendant ou après l'enregistrement, une simple commutation suffit. Et parfois, un réglage du niveau de ce magnéto. La section monitoring vous proposera parfois d'autres choix d'écoute, tels que les groupes. Le 48 volts ou alimentation fantôme est nécessaire au fonctionnement des micros statiques. Cette tension peut être mise en service voix par voix ou de façon générale. Les autres types de micros sont prévus pour recevoir cette tension sans dommage. FX Return, Stereo Return ou Aux Return sont des entrées stéréo supplémentaires qui permettent de connecter des retours d'effets, des retours de magnétophone ou même des instruments supplémentaires en niveau ligne. Ces entrées supplémentaires sont équipées d'un fader et parfois même de fonctions de routage, d'auxiliaires ou même munies d'une égalisation. Il est possible d'ajouter une fonction supplémentaire sur une voie d'entrée, les groupes ou le mix grâce à l'insert. Pour ce faire, nous utilisons un câble d'insert
composé d'un jack stéréo à une extrémité et de 2 jacks mono à l'autre. Le fait de câbler le jack stéréo dans l'insert d'une voie en détourne le signal pour l'emmener vers l'un des 2 jacks mono qui entrera dans un compresseur, un délai, un égaliseur ou autre. Le second jack mono servira à ramener le signal de notre effet dans la même boîte console. Les sorties indépendantes par voie, appelées direct output, ne sont pas affectées par les commutateurs de routage ni par les pannepots. Elles pourront nous servir à diriger le signal vers un effet ou encore vers un magnéto multipiste. Revoyons maintenant dans la continuité les différentes fonctions nécessaires à la préparation d'un mixage. Nous avons choisi dans la section monitoring d'écouter le mix. Nous montons le volume de notre écoute et le mix fader. Nous choisissons d'écouter en PFL notre grosse caisse câblée sur la tranche 1 et nous en réglons le gain à l'aide du vumètre. Une fois ce gain réglé, nous désactivons le PFL, nous ouvrons la tranche, nous la routons vers les groupes 1 et 2 comme nous le ferons pour toute la batterie et nous montons le fader. Il nous faut maintenant nous occuper des groupes concernés en les routant dans le mix et en montant les faders de groupe. Nous entendons maintenant la grosse caisse dans le mix et nous passons à la caisse claire en voie numéro 2. La même opération sera ainsi répétée pour toutes les voies de batterie et de percussion. Commutation du PFL, réglage du gain, ouverture de la tranche, désélection du PFL, routage et montée du fader. En fait, à part le réglage du gain, peu importe l'ordre dans lequel on exécute les autres réglages. Revenons un instant sur l'intérêt d'utiliser les groupes. En sonorisation, nous pourrons de cette manière contrôler le volume de toute la batterie grâce aux faders de groupe 1 et 2. En enregistrement, chaque sortie de groupe étant reliée à une piste d'un magnéto multipiste, nous pourrons enregistrer le son de n'importe quelle tranche sur la piste désirée en le routant simplement dans le groupe correspondant. En l'occurrence, nous pourrons enregistrer nos 5 voix de batterie sur seulement 2 pistes et effectuer ainsi un pré-mixage dont nous contrôlerons le niveau d'enregistrement grâce aux faders de groupe 1 et 2. Passons maintenant à la basse. Outre le réglage du gain, c'est également à cette étape que nous allons pouvoir égaliser le son, quitte à le remodifier ensuite en l'écoutant dans le mix. Le fait d'écouter l'instrument isolé nous permet en général de corriger d'emblée ses gros défauts. Nous choisissons les groupes 3 et 4 pour la basse, et nous passons au piano. Même opération pour les 2 voix du piano. Nous décidons de router ce piano vers les groupes 5 et 6. La guitare dont nous disposons est une vraie guitare en bois avec des cordes. Elle ne rentre pas directement dans la console, mais nous la prenons grâce à un micro placé devant l'ampli. Une subite envie de la corriger nous étreint.
et nous agissons donc en ce sens. La guitare ira rejoindre le piano dans les groupes 5 et 6. Nous entendons maintenant tous les instruments. Si la balance ne nous convient pas à ce stade du mix, c'est encore sur les gains que nous allons intervenir pour baisser les instruments trop présents, car le fait de monter le gain d'une voix entraînerait certainement une saturation. Nous agissons sur les gains car la plage d'action la plus agréable d'un fader étant aux 3/4 de sa course, nous laissons ces faders en place pour pouvoir les utiliser confortablement par la suite, dès que nous aurons à suivre un instrument pour un solo ou une intervention. Nous voulons envoyer un retour au guitariste. Nous avons alimenté ce retour par la sortie auxiliaire 1. L'aux 1 dispose ici d'un AFL qui, contrairement au PFL, nous permet une écoute après fader. Nous montons le niveau général de l'aux 1 et nous allons pouvoir faire une balance spéciale pour le guitariste en respectant ses demandes. Beaucoup de batterie, peu de clavier, beaucoup de guitare, son retour est totalement indépendant. Le choix de l'aux 1 n'est pas un hasard, car sur cette console, il est pré-fader. Ainsi, si nous modifions la balance en touchant au fader pendant qu'il joue, le guitariste aura toujours le même retour. Nous plaçons maintenant, comme nous le désirons, nos instruments dans l'espace grâce au pan-pot. La charlet, les percussions, et nous retrouvons aussi par le pan-pot l'effet stéréo de notre piano. Nous voulons maintenant ajouter un effet de reverb sur la caisse claire. Afin de bien entendre ce qui se passe, coupons toutes les autres voix. Notre reverb étant câblé en auxiliaire 6, nous ouvrons l'aux 6 de la tranche 2 où se trouve la caisse claire, sans oublier de monter le niveau général de l'aux 6. Nous voyons alors la modulation sur le vu de la reverb. Les sorties de cette reverb étant câblées sur les deux dernières tranches de la console, nous routons ces deux tranches vers le mix, nous les ouvrons, et nous montons les faders. Nous fermons maintenant la caisse claire pour régler l'effet sur la guitare. Il suffit alors de monter l'aux 6 de la guitare. L'utilisation de l'aux 6 est également un choix, celui-ci étant post-fader. Si l'on agit sur le fader de la guitare, l'équilibre entre le son direct et la reverb sera ainsi respecté, quel que soit le niveau de la guitare. Voilà, c'est à vous de jouer en vous rappelant que la prise de son n'est pas une science exacte et qu'il vous faudra souvent chercher vos propres solutions, mais en espérant vous avoir fait découvrir quelques possibilités que nous offrent les consoles de mixage.